C'est une décision sans précédent, la démission d'un chef d'état-major des armées. La crise couvait depuis plusieurs jours suite au recadrage du président de la République. Pierre de Villiers l'a donc annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Un effondrement global et sans précédent. Voilà comment de nombreux généraux ont qualifié l'évolution de l'armée française au cours des dernières années. Depuis la présidence du général de Gaulle il y a plus d'un demi-siècle, force est de constater que le budget alloué à l'armée en fonction du PIB n'a cessé de dégringoler. Si on prend en compte seulement l'argent investi et en comptabilisant l'inflation, c'est près de 20% de coupes budgétaires qui ont eu lieu ces 25 dernières années. Et même si depuis 10 ans le financement semble s'être stabilisé, notamment à cause de la menace terroriste, il semblerait que la situation devienne de plus en plus dramatique chaque jour. La colère ne cesse d'enfler du côté de la Grande Muette, et ce, malgré les promesses d'Emmanuel Macron de refaire passer le budget de la défense à plus de 2% du PIB, comme le demande d'ailleurs l'OTAN. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de nombreuses personnalités comme Pierre de Villiers ont tiré ou tirent actuellement la sonnette d'alarme, notamment à cause du prix des équipements militaires qui a littéralement explosé ces dernières années. La complexification de l'armement high-tech fait que les coûts d'entretien battent des records. Bref, tout devient hors de prix et sans hausse de budget, l'armée n'arrive plus à payer. Exemple flagrant, en 2015, selon le colonel Michel Goya, l'armée française a perdu 400 véhicules de transport blindés par vétusté et n'a pu en racheter qu'une vingtaine. On a donc une armée qui certes se modernise d'une certaine manière, mais qui est surtout en train de se contracter à très grande vitesse. Alors que faut-il penser de la situation ? L'armée française est-elle puissante? Est-elle en mesure de nous protéger en cas d'agression? Notre pays a-t-il vraiment besoin d'une grosse armée à la pointe de la technologie? Faut-il continuer d'investir des milliards d'euros dans l'armement ou vaut-il mieux les investir dans l'éducation ou la santé? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez une opinion éclairée sur la situation actuelle de notre armée. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier tous d'avoir été aussi nombreux à participer à l'élaboration de la vidéo grâce au débat lancé sur Facebook. J'ai été véritablement estomaqué par la connaissance de certains d'entre vous sur ce sujet. Donc merci à tous. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, n'hésitez pas à liker la page Facebook pour participer au prochain débat. Ceci étant dit, on est parti. Avant de se demander s'il faut couper les fonds ou investir massivement dans l'armée, il apparaît comme essentiel de répondre à la question suivante. Aujourd'hui, à quoi sert l'armée française? Après tout, on est quand même dans une période de relative paix, donc la question n'est pas si évidente que ça. Le principal rôle de l'armée, c'est de nous protéger de nos ennemis, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Comme vous le savez, la France est en guerre contre l'État islamique et le terrorisme en général. Loin de nos frontières, on a des soldats présents en Syrie qui combattent Daesh, avec notamment l'appui des forces kurdes. On a des soldats au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane qui se battent actuellement contre AQMI et tentent de maintenir la guerre à distance de la France. Et à l'intérieur de nos frontières, on a les fameuses opérations Sentinelle qui visent à rassurer la population et à intervenir rapidement en cas d'attentat dans des lieux stratégiques. Mais la défense de la nation, c'est aujourd'hui bien plus large que juste lutter contre le terrorisme. Ça peut aussi être la protection de nos ZEE contre la pêche illégale. Les militaires sont d'ailleurs souvent sur le qui-vive en Guyane. Au passage, ils avaient aussi lancé l'opération Harpie, qui visait à stopper l'orpaillage illégal sur ce vaste territoire. Bref, l'armée défend nos frontières et combat nos ennemis, quels qu'ils soient. Cependant, il faut quand même se l'avouer, ça fait assez longtemps qu'on vit dans un sentiment relatif de sécurité. Mais vu les tensions grandissantes de nos jours, il n'est pas dit que l'on ne rentre pas un jour en guerre contre une nation beaucoup plus dangereuse que l'État islamique. La moindre des choses serait de ne pas être totalement pris au dépourvu si un jour un conflit éclate. Après tout, qui veut la paix prépare la guerre. Un des rôles principaux de notre armée, c'est aussi de pouvoir dissuader des potentiels ennemis en lui montrant notre hard power. Si on regarde la Corée du Nord, s'ils voulaient autant la bombe atomique, c'était avant tout dans un désir de sécurité, pour rentrer dans ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc au niveau de la France, on est pas mal avantagé, vu que l'on dispose de l'arme nucléaire et que l'on a de nombreux moyens de la lancer, aussi bien grâce à notre marine que grâce à notre aviation. D'ailleurs, plus de 4 milliards d'euros dans le budget de la défense sert uniquement à la modernisation de notre arsenal nucléaire. Là aussi, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant dans le nucléaire, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux se focaliser sur les forces conventionnelles? C'est un débat qui agite beaucoup notre état-major. Bien évidemment, l'armée sert aussi à protéger nos intérêts économiques.
Par exemple, si l'armée française est intervenue au Mali, c'était certes pour mettre un coup d'arrêt à l'expansion terroriste, mais ce n'était pas non plus pour faire dans l'humanitaire. Dans cet exemple, contrairement à ce que certaines personnes laissent entendre, économiquement, le Mali n'a que peu d'intérêt pour la France. Il n'y a là-bas qu'une petite dizaine de mines d'or, ce qui représente seulement 10 millions d'euros dans les importations françaises. Bref, des cacahuètes. Mais en revanche, juste à côté, il y a le nord du Niger, région très instable qui, elle, est cruciale pour la France, étant donné qu'elle fournit à Areva le tiers de l'uranium qui alimente nos centrales nucléaires. Et puis de l'autre côté, il y a aussi la Mauritanie, qui fournit via Total du pétrole à la France. Donc en gros, l'armée, en empêchant le chaos de régner dans cette région, a aussi réussi à protéger les approvisionnements en matières premières de notre pays. De plus, l'armée a aussi un rôle diplomatique. Dans de nombreux pays subsahariens, la France a signé des accords de défense, elle forme les militaires locaux, elle protège les convois humanitaires. Bref, grâce à ses forces armées, la France continue de créer des liens diplomatiques en aidant ses anciennes colonies. Et implicitement, on espère toujours qu'ils nous le rendront d'une certaine manière, que ce soit via un appui politique ou un accès privilégié à certaines ressources naturelles. Quand les choses vont très mal dans le pays, que ce soit à cause de catastrophes naturelles, industrielles ou politiques, l'armée devient un petit peu le joker que l'on peut appeler en urgence. Ces dernières années, c'est d'ailleurs arrivé assez souvent. Lors de l'opération Héphaïstos, par exemple, les militaires ont dû appuyer les pompiers pour lutter contre les feux de forêt dans le sud de la France. Lors des inondations dans l'Aude, l'armée a dû assurer la sécurité. Ou encore à Saint-Martin, où les forces armées ont été déployées à la hâte, notamment pour arrêter les scènes de pillage après le passage de l'ouragan Irma. Face à l'ampleur de la catastrophe, la mobilisation des armées est sans précédent. Vol de reconnaissance, soutien logistique, rétablissement des réseaux routiers, sécurisation. C'est une véritable opération interarmée qui est lancée. Ici, l'objectif est double. Premièrement, il permet à de nombreuses personnes de vivre en travaillant directement ou indirectement dans l'industrie de l'armement, et notamment pour Dassault. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui produisent et nous vendent le fameux Rafale. Mais surtout, cela permet de garder une industrie à la pointe de l'armement sur notre territoire, de façon à ne pas être totalement dépendant de nos importations. Si jamais quelque chose devait se passer, avoir des industries militaires de pointe chez soi, ça reste un gage de sécurité. Et pour finir cette liste non exhaustive, on pourrait aussi citer le rôle qu'a l'armée dans le renseignement, que ce soit avec la DRM qui s'occupe du renseignement militaire, mais aussi de la DGSE, dont les effectifs sont composés à près de 25% de militaires. L'armée a aussi un rôle social, en offrant des possibilités de carrière à presque tout le monde, même aux personnes analphabètes. Et enfin, l'armée peut aussi servir à renforcer le prestige d'une nation, on le voit notamment tous les 14 juillet, où c'est littéralement une démonstration de force. Donc maintenant, vous voyez globalement à quoi sert notre armée. On va pouvoir ainsi se poser la fameuse question. Selon vous, quel budget devrait-on investir dans notre force militaire ? En 2019, la France va dépenser 35,9 milliards d'euros, ce qui fait qu'après l'éducation, la défense, c'est le ministère qui touche le plus d'argent. Ainsi, devrait-on faire des économies là-dessus et récolter ce qu'on appelle communément les dividendes de la paix ? Ou devrait-on au contraire investir de plus en plus dans l'armée française? C'est pas évident comme question. J'attends vos réflexions dans les commentaires, il me tarde de lire tout ça. Selon le fameux Global Firepower Index, la France est la 5e plus grande puissance militaire du monde, derrière les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Alors amené comme ça, on aurait tendance à se dire qu'on est plutôt très bien placé, qu'on est une nation puissante, mais pourtant ce n'est pas si simple que ça. Tout d'abord parce que comme on l'a vu tout à l'heure, notre armée, en se modernisant, est en train de littéralement fondre. En effet, le fossé séparant nos forces armées et celles des 4 grosses nations de ce monde continue à s'agrandir inlassablement. L'Inde, par exemple, à cause de son conflit latent avec le Pakistan, a investi plus de 55 milliards de dollars dans son armée en 2019, soit 37% de plus que la France. En d'autres termes, si la tendance continue, notre pays va se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la seconde division, avec les pays qui ont une bonne armée, mais qui ne sont pas en mesure de rivaliser avec les gros de ce monde. D'ailleurs, peut-être même qu'on y est déjà. De plus, l'armée française a un problème de dépendance. Étant à nouveau membre de l'OTAN depuis 2007, elle a depuis eu la fâcheuse habitude de se reposer sur la logistique américaine. Alors certes, grâce à nos nombreuses bases militaires et à nos troupes aéroportées, on peut facilement intervenir tout seul en Afrique comme on l'a déjà fait. Mais pour des conflits plus lointains et d'ampleur, la France n'est pas vraiment en mesure d'intervenir rapidement. L'armée française est totalement incapable de déployer aujourd'hui, ne serait-ce qu'une brigade pour aller faire la guerre en Syrie. On est incapable de le faire.
Donc comme vous le voyez, le bilan est assez mitigé. Le hard power de la France reste attrayant, mais on ne joue plus totalement dans la cour des très grands. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que l'on s'en sort beaucoup mieux que de nombreux pays, comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Ce qui fait que nous sommes actuellement la seule armée qui tienne encore un peu la route dans l'Union européenne. Et ce point-là est capital pour la prochaine partie. Avec ses nouvelles promesses d'investissement pour la période 2019-2025, le gouvernement essaye en quelque sorte de redonner un nouveau souffle à l'armée française. Pendant les 6 prochaines années, notre pays devrait investir lourdement en se focalisant sur 4 axes d'amélioration. Le premier sera l'amélioration des conditions de vie de nos soldats et de leurs familles. En fait, l'armée a beaucoup de mal à fidéliser ses troupes. Les militaires se plaignent entre autres d'un manque de ressources, d'une mobilité trop grande et de la difficulté qu'ils ont à concilier vie privée et vie professionnelle. En particulier ceux qui sont fréquemment envoyés en OPEX. Donc ils ne renouvellent plus leur contrat, préférant retourner à la vie civile. Cette situation a ainsi conduit notre ministre des Armées à lancer le plan Famille, qui devrait permettre aux soldats d'acquérir de nombreux avantages. Je vous mets les détails du plan avec toutes les sources dans la description. Ensuite, le gouvernement veut combler les trous capacitaires de notre parc militaire. En d'autres termes, réparer ce qui peut encore l'être de manière à redonner une masse importante à notre armée. Le troisième axe d'amélioration sera le renouvellement du parc militaire. En gros, Macron voudrait se débarrasser des vieux armements qui datent parfois des années 60 et les remplacer par des plus modernes. L'année dernière, on a notamment lancé le programme Scorpion, dont le but est le renouvellement et la modernisation des capacités de combat de l'armée de terre. Et enfin, le dernier axe d'amélioration sera l'innovation. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait utiliser des drones armés, mais surtout qu'il allait investir plus d'1,6 milliard d'euros dans la cybersécurité, avec le recrutement d'au moins 1000 white hats, des sortes de hackers au service de l'État. Donc voilà pour le volet franco-français. Mais le vrai sujet, celui qui a eu l'effet d'un pavé dans la mare l'année dernière et dont j'aimerais bien qu'on débatte ici, c'est celui-ci. Doit-on créer une armée européenne ? En fait, comme on l'a vu plus tôt, l'Europe, militairement parlant, apparaît comme désunie et ne pèse plus vraiment face aux 4 géants de ce monde. De plus, les intérêts américains commencent à sérieusement diverger des intérêts européens, donc l'idée de prendre du recul face à l'OTAN et de se regrouper pour peser plus dans ce monde multipolaire a quand même du sens. D'ailleurs, le premier à avoir fustigé cette idée, c'est Donald Trump lui-même, ne souhaitant pas qu'une nouvelle concurrence émerge. Ainsi, l'idée sur le papier paraît bonne, on pourrait faire des économies d'échelle, supprimer les doublons et devenir puissants tous ensemble. Mais d'un autre côté, ce serait abandonner encore plus notre souveraineté. Qui dirigerait cette armée? Devrait-on partager nos secrets militaires? Si l'Allemagne décidait de faire la guerre, devrait-on envoyer des soldats français mourir au front? Bref, c'est pas pour demain, il y a encore pas mal de questions à se poser, et je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Et c'est sur cette piste de réflexion que l'analyse se termine. C'est maintenant à vous de participer, donc dites-moi. Selon vous, la France devrait-elle investir davantage dans son armée ou au contraire devrait-elle privilégier d'autres secteurs? Est-ce que la création d'une armée européenne est une bonne idée? Il me tarde de lire tous vos commentaires. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu, ça a été un plaisir de la faire. N'oubliez pas que la visibilité, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me rendre. Prochaine vidéo dans 3 semaines, activez la cloche pour ne pas la rater. Bye.